Je vous propose d'abord de vous présenter le parcours et les missions de notre intervenante, Magali Carcel, avant de lui céder la parole pour son intervention. Donc Magali Carcel, vous êtes aujourd'hui conseillère technique de service social auprès du DAZEN de l'Ille-et-Vilaine. Vous avez toujours travaillé au sein de l'Éducation nationale, d'abord en tant qu'assistante de service social pendant une quinzaine d'années dans différents établissements et sur différents territoires. Puis vous avez obtenu le concours de CTSS. Actuellement, les missions liées à votre poste de conseillère technique de service social ont été définies par le DAZEN de l'Ille-et-Vilaine. Vous faites partie du service social en faveur des élèves qui fait le lien entre l'institution scolaire et les services sociaux et judiciaires. Ces partenariats sont efficients, en particulier grâce à une meilleure grille de lecture de l'urgence. Vous recueillez les inquiétudes des personnels concernant les élèves, vous les conseillez dans la décision d'informer ou non la famille sur la situation vécue par leur enfant. Vous leur donnez des pistes pour aborder la situation avec les familles. Vous conseillez les personnels dans la rédaction d'une information préoccupante avant de la transmettre. Pour acquérir de nouvelles compétences, vous vous êtes inscrite au diplôme interuniversitaire maltraitance de l'enfant du diagnostic aux aspects médico-légal de l'Université de Paris-Saclay. Vous avez notamment appris à mieux comprendre les blessures constatées par les personnels de l'Éducation nationale, à mieux les décrire aux services sociaux et judiciaires et à mieux envisager leurs conséquences. Vous vous êtes approprié les terminologies adéquates issues du domaine judiciaire, ce qui ajoute du crédit aux déclarations faites. Afin de mettre à profit vos compétences au service du plus grand nombre de personnels, vous aimeriez intervenir lors de la formation initiale des futurs professeurs. Donc Magali Carcel, vous allez nous présenter comment mieux appréhender le cadre légal, le circuit des informations préoccupantes et des signalements au procureur de la République. Je vous cède la parole. Merci Aurélie, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer dans le temps imparti d'aborder les violences sexuelles intrafamiliales sous l'angle de la protection de l'enfance. Je sais que parmi les auditeurs, il y a mes collègues travailleurs sociaux, mais aussi d'autres personnels pour qui le sujet est beaucoup moins connu. Donc je vais surtout essayer d'avoir un propos riche et accessible pour tous. Alors, je vais partager mon document. J'espère que la manipulation va fonctionner. Je vais essayer de vous faire voyager dans ce schéma qui peut paraître complexe de prime abord. On va d'abord ici explorer le cadre légal et quelques textes de référence. Le cadre est riche. J'ai sélectionné au plus serré. Ensuite, on va pouvoir aborder les circuits de protection administratifs que j'ai distingués en bleu, puis les circuits de protection judiciaire que j'ai distingués en orange, et enfin parcourir des grands principes de l'accueil de la parole de l'enfant. Concernant les textes de référence, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Convention internationale des droits de l'enfant. Juste pour rappel, quand même ratifiée par 195 États en 1989, 4 grands principes fondamentaux concernant les enfants: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Je voudrais mettre en lumière en particulier l'article 19 que nous avons également développé dans le support qui sera proposé aux équipes par la suite, puisqu'il est relatif à la protection contre toutes les formes de mauvais traitements, mais également à la prise en charge des enfants victimes. Ensuite, je voudrais mettre en lumière la Convention Lanzarote, signée en 2007, mise en vigueur en 2010. C'est une convention à dimension européenne portant sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle et les abus sexuels. Elle impose la criminalisation de tous les pays d'infractions à caractère sexuel perpétuées contre les enfants.
une volonté globale de réponse à toutes les formes de violences sexuelles, notamment dans le cadre de l'approche des 4 P, la prévention, la protection, les poursuites et la promotion de la coopération nationale et internationale. Ensuite, on va reparler de cet article de loi un petit peu plus tard, mais je ne peux pas ne pas nommer l'article 40. Je ne vous le cite pas, mais en tout cas, cet article de loi du Code de procédure pénale place tous les personnels de l'éducation nationale dans le devoir de transmettre le signalement au procureur de la République s'ils ont connaissance de faits qualifiables pénalement en termes de crimes et de délits. Monsieur Lacombe en a fait la définition tout à l'heure, et effectivement, en l'occurrence, en matière de violence sexuelle, qui plus est intrafamiliale, la question de la qualification pénale est d'emblée établie, ce qui fait que pour nos personnels, c'est assez clair. La question de faire ou ne pas faire ne se pose pas vraiment. J'ai choisi ensuite d'aborder la loi du 17 juin 1998, une loi pas toute jeune, mais très importante puisque elle a trait à la parole de l'enfant. C'est la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. C'est une loi qui organise le parcours de l'enfant victime d'infractions sexuelles, notamment en prévoyant l'audition enregistrée du mineur victime. C'est un enregistrement obligatoire quand l'enfant est victime d'infractions à caractère sexuel. Il n'est pas encore systématisé quand il est victime de violences conjugales, mais ça tend à s'élargir. La parole de l'enfant à travers cette audition vidéo enregistrée devient un élément d'enquête judiciaire à part entière. Les salles d'audition, alors, ne se ressemblent pas toutes et d'ailleurs ne sont pas toutes situées dans des lieux communs. On va en trouver en gendarmerie, en brigade, en commissariat, en brigade de protection des familles, mais en hôpital également. Vous avez peut-être entendu parler des UAPED. L'idée est qu'il y ait un ou plusieurs UAPED par région selon les découpages hospitaliers. En tout cas, il y a 3 points communs sur les salles d'audition, matériel en tout cas, un équipement audiovisuel, caméra et micro qui sont présents dans la salle d'audition. Ce sont des matériels qui sont montrés et expliqués à l'enfant avant qu'il soit auditionné. Une glace sans teint qui permet à une équipe pluriprofessionnelle de l'autre côté de la pièce d'audition d'être en lien avec l'officier de police judiciaire, l'OPJ, qui auditionne l'enfant. Et le lien se fait généralement à l'aide d'une oreillette. Les personnes qui sont de l'autre côté de cette glace sans teint, ce sont généralement un directeur d'enquête et un psychologue qui vont effectivement pouvoir guider l'OPJ dans son questionnement avec l'enfant. Et enfin, généralement, on retrouve du mobilier adapté, notamment, je voudrais mettre en lumière l'existence des tables transparentes qui permettent maintenant d'observer les gestes de l'enfant, y compris les gestes d'expression qu'il pourrait y avoir sous la table. Je pense à du stress qui s'exprimerait ou par des jambes qui gigotent, des mains qui se frottent, voilà. Sur la loi suivante, c'est la plus récente, je vais essayer d'écourter parce que le docteur Lacombe l'a également abordé. C'est la loi du 21 avril 2021 qui vise à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Donc, au risque de se répéter, un enfant, effectivement, à travers cette loi, on considère qu'un enfant ne peut pas consentir à des pratiques sexuelles en dessous de 15 ans, avec le seuil de 18 ans en matière d'inceste. La notion de violence, de contrainte, de menace ou de surprise ne sont donc plus approuvées dans ces situations. Monsieur Lacombe a fait état aussi de cette fameuse clause qu'on a beaucoup entendue dans les médias, la clause Roméo et Juliette, qui donne une limite d'âge de 5 ans, notamment pour permettre des amours adolescentes. Toujours est-il que cela n'enlève pas le caractère de non-consentement ou cette clause n'est pas valable, en tout cas, dans les cas de relations sexuelles non consenties, voilà, je vais y arriver, d'inceste ou dans les situations de prostitution.
Dans cette loi également, la notion de viol inclut les rapports bucco-génitaux non consentis, les considère à l'égal des actes de pénétration, qu'ils soient commis sur la victime ou qu'ils soient commis sur l'auteur. J'entends par là un auteur qui obligerait un enfant à commettre ce type d'acte sur lui-même. Cette loi a étendu le cercle de la définition du cercle familial de l'inceste aux grands-oncles et grands-tantes et a donné une possibilité de prescription augmentée. Je peux entrer dans les détails par la suite, mais peut-être qu'on mettra ça dans la foire aux questions. L'idée de la prescription, donc prescription de 30 ans depuis la loi Schiappa de 2018 et prescription qui peut être augmentée quand un même auteur fait plusieurs victimes dans le temps. Enfin, cette loi encadre précisément les délits sexuels sur Internet afin de lutter contre le phénomène de sextorsion, qui consiste à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Et elle précise également le délit d'exhibition sexuelle. Enfin, elle impose l'inscription automatique des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJES. Je vais lier et passer assez rapidement sur les trois dernières lignes de texte de référence que je fais apparaître là, à savoir l'article 375 du Code civil, dans lequel on peut retrouver les notions de risque et de danger, avec les mots santé, sécurité, moralité et conditions d'éducation compromises. Cet article fait référence au président du conseil départemental et au ministère public. Il dessine ce que nous allons observer tout à l'heure dans les circuits administratifs et judiciaires. Il renvoie également au code de l'action sociale et des familles qui met en œuvre en particulier les deux lois de protection de l'enfance de 2007 et de 2016. La loi de 2007 est une loi fondamentale en matière de protection de l'enfance. C'était un temps de grandes réformes. Dans cette loi, on retrouve la définition de l'information préoccupante qui n'existait pas clairement au demeurant. La notion donc, elle renvoie des situations d'enfants en risque et nomme la compétence des départements. On y retrouve la définition du signalement et donc de l'enfance en danger, renvoyant à la compétence judiciaire. C'est une loi qui a instauré l'existence des CRIP obligatoires. CRIP, cellules de recueil d'informations préoccupantes, c'est la centralisation et la convergence de toutes les informations préoccupantes au sein d'un même département, même si je crois savoir que selon certains départements, l'organisation n'est pas tout à fait centralisée. Et enfin, cette loi place le président du conseil départemental au cœur du dispositif de protection de l'enfance. Il est même désigné comme chef de file. Pour la loi de 2016, elle ne fait que renforcer celle de 2007. Elle réaffirme la nécessaire satisfaction des besoins fondamentaux pour chaque enfant. Elle replace l'enfant comme acteur de sa propre intervention. Il doit être associé aux décisions qui le concernent. Alors, selon son degré de maturité, évidemment. Et pour certains, vous avez peut-être déjà entendu parler du projet pour l'enfant. Dans 2016, elle élargit la notion d'évaluation d'informations préoccupantes à l'ensemble de la fratrie ou à l'ensemble des enfants du domicile, notamment en termes de recomposition familiale. Et effectivement, on va retrouver la mise en œuvre de ces deux lois dans le Code de l'action sociale et des familles. Je vais maintenant entrer dans le détail avec les circuits administratifs. Alors, il y a plusieurs portes d'entrée à l'aide éducative ou au soutien à la parentalité administratif. Je vais essayer de montrer avec ma petite flèche, voilà. On peut très bien avoir une famille qui sollicite directement les services sociaux du conseil départemental pour nommer une difficulté ressentie et vécue. Donc j'en étais à l'idée qu'une famille déjà accompagnée puisse exprimer un besoin ou un besoin de soutien en parentalité ou
un problème vécu du point de vue éducatif. Je prends l'exemple d'une famille qui serait accompagnée dans le cadre d'un accès au logement et qui pourrait très bien exprimer des difficultés relationnelles avec leurs enfants, leurs ados, parce que les moments de conflit sont exacerbés par le manque de place dans l'appartement. Donc là, effectivement, on est bien dans un cadre administratif et les services départementaux vont pouvoir aborder la parentalité ou les difficultés éducatives dans ce contexte-là. Ensuite, il y a effectivement la transmission des informations préoccupantes. Alors là, je vais me permettre des petites bulles. J'ai notamment fait une petite bulle sur l'information à la famille. Donc tout ça renvoie au Code de l'action sociale et des familles. Je donne pas les articles, mais tout ça est bien écrit dans ce texte. En tant que professionnels, tous nos collègues éducation nationale ont l'obligation de prévenir les responsables légaux de l'enfant dans le cas d'une rédaction d'informations préoccupantes. On va distinguer les collègues travailleurs sociaux, notamment du service social en faveur des élèves, qui ont pour habitude et éthique de lire l'ensemble de leurs écrits aux familles dans ce contexte-là. Les autres personnels de l'éducation nationale n'ont pas l'obligation de lecture, d'ailleurs ni de fournir copie de l'information préoccupante aux familles. Pour autant, ils ont l'obligation de les informer de la démarche et bien souvent, il y a un échange sur la teneur des inquiétudes nommées dans l'information préoccupante. C'est souvent, malheureusement, à l'issue de parfois plusieurs rencontres, plusieurs tentatives de dialogue et plusieurs moments de compréhension et de travail commun que l'on arrive à rédiger une information préoccupante parce que les inquiétudes subsistent. La CRIP reçoit également les informations préoccupantes de différents partenaires, l'éducation nationale, mais pas que, l'hôpital, les particuliers, les médecins, des associations, les mairies. Elle reçoit également les appels du 119 qui sont réceptionnés par le SNATED, le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. Et donc, une fois que les préoccupations sont réceptionnées par la CRIP ou par les services du département, il y a plusieurs possibilités d'appréhender des éléments. Le classement sans suite sous-entendrait que les éléments qui ont été transmis ne sont pas suffisamment inquiétants ou ne sont pas évaluables. C'est assez rare, je pense. Le traitement dans le cadre de l'accompagnement en cours, je reprends l'exemple de cette famille qui serait accompagnée dans le cadre d'un accès au logement. Les difficultés éducatives pourraient être prises à ce moment-là dans l'accompagnement. Et quand la situation de la famille n'est pas connue par les services, démarre alors une procédure d'évaluation de 3 mois, généralement organisée et accompagnée par 2 travailleurs sociaux, le binôme d'évaluation. Pendant ces 3 mois, les responsables légaux vont être rencontrés, l'ensemble des enfants va être rencontré également. L'évaluation va donner lieu à un rapport final au bout des 3 mois, soit effectivement il y a un apaisement de la situation et on retourne sur le classement sans suite, soit il y a une possibilité de travail avec la famille et on peut voir émerger des mesures éducatives contractuelles, l'intervention d'une travailleuse familiale, pourquoi pas un accompagnement budgétaire de la part des CESF, soit effectivement il y a un réel danger évalué et il peut y avoir une saisine de l'autorité judiciaire. Ce qui nous permet de faire le lien avec les circuits de protection judiciaire. Alors, 2 possibilités d'alerter le judiciaire. On en a vu une première, les services départementaux qui évaluent de danger ou qui sont face à une famille non coopérante et qui saisissent le procureur. Plutôt là, dans le cadre de l'assistance éducative, soit effectivement pour nos personnels, on va identifier un danger grave et parfois imminent, et on va saisir au titre de l'assistance éducative. Et dans le cadre des violences sexuelles intrafamiliales, pour revenir à notre sujet, on va saisir également au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.
C'est important de regarder ce schéma sous cet angle-là parce que l'article 40, lui, va poursuivre l'auteur alors que l'assistance éducative va se soucier de la protection de la victime. Et bien souvent, quand un établissement scolaire signale au procureur de la République, on va activer les deux schémas puisqu'il va y avoir une poursuite de l'auteur et en même temps la question de la protection de l'enfant, notamment en matière de violence sexuelle intrafamiliale. La petite bulle de l'urgence est là pour nous le rappeler. Il va être important de savoir si le danger est au domicile et s'il est nécessaire de demander une protection immédiate de l'enfant, à savoir une ordonnance de placement provisoire, OPP. Et donc, est-ce qu'il faut, c'est une mise à l'abri et donc on évite à l'enfant de retourner au domicile, lieu de danger et donc de réitération des faits. En assistance éducative, le procureur, s'il se saisit, peut mandater un juge pour enfants pour évaluer la situation. Et puis on retrouve le va-et-vient, c'est-à-dire que s'il reçoit un signalement d'un de nos établissements et qu'il considère que les éléments ne sont pas suffisamment probants, il peut là mandater les services sociaux du département pour une évaluation alors, plus ou moins rapide, mais souvent il demande rapide, et c'est là le va-et-vient entre la diapo précédente et la diapo suivante, c'est-à-dire qu'on a bien un lien entre le département et le monde judiciaire, et tout ça, on le retrouve à la fois dans l'article 375, mais aussi dans les lois de 2007, de 2016 et le Code de l'action sociale et des familles. Quand il se saisit au titre de l'article 40, le procureur a plusieurs possibilités de suite à donner. Le classement sans suite, auquel cas il peut choisir de protéger l'enfant et de ne pas poursuivre l'auteur. Diligenter une enquête de police ou de gendarmerie, c'est ce qu'on va appeler une enquête préliminaire. Selon les situations et la gravité, il peut saisir un juge d'instruction à la suite de cette enquête préliminaire ou d'emblée. Et puis, assez rare, parce que je pense que ça concerne plutôt les petites infractions, mais il y a la possibilité de poser des sanctions pénales alternatives. On peut voir ça dans certains cas de maltraitance, ce sont les stages parentaux, par exemple. Enfin, alors voilà, c'était un petit focus sur la notion d'urgence. Voilà, moi j'avais prévu pour que ce soit plus lisible. Et enfin, on va aborder l'accueil de la parole de l'enfant. Alors, je suis sensible à cette différence entre accueillir et recueillir la parole de l'enfant, puisque effectivement, le terme de recueil est plutôt un terme judiciaire qui appartient au monde de l'enquête. Et concernant nous, en tout cas professionnels de l'éducation nationale, je pense qu'il vaut mieux rester dans cette idée d'accueil, ce qui va nous permettre aussi d'avoir des principes de repérage quant à cette parole de l'enfant. Les enquêteurs, eux, vont être dans le recueil. Ils doivent investiguer, parfois dans des détails intimes et infimes, afin de constituer la preuve, de matérialiser l'infraction pénale pour mieux protéger l'enfant. Donc effectivement, à chacun son rôle. Le nôtre est d'entendre et de signaler, le leur est de recueillir et de qualifier. Néanmoins, accueillir n'est pas une tâche simple, c'est même difficile d'être confronté à ce type de situation, d'autant que la manière dont les premières paroles d'un enfant et d'un enfant victime vont être accueillies est déterminante. Donc l'idée de cette vignette, c'est de vous transmettre des grands principes afin de mieux signaler, sans abîmer cette parole de l'enfant. J'ai pu observer, à force d'accompagner des écoles, puisque j'interviens plutôt sur le premier degré, mais j'ai pu observer que plus la révélation est grave, plus l'adulte qui entend, dans un premier temps, se retrouve lui-même dans un état de sidération, ce qui est une réaction tout à fait normale. Cela dit, c'est l'importance de séquences comme aujourd'hui. C'est important d'envisager que nous pouvons tous être confrontés à cette situation professionnelle, et mieux on est préparé, mieux on réagit, et plus on peut faire descendre ce niveau de sidération. L'autre risque, et c'est exacerbé
plus la situation est grave, c'est le besoin de vérifier, la peur de se tromper ou d'accuser à tort. Or, ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Nous sommes lanceurs d'alerte. On ne demande pas au personnel de l'éducation nationale de prouver ce qui est écrit dans leur signalement. C'est encore une fois une dimension qui incombe aux enquêteurs. Alors, pour être dans cet accueil de la parole de l'enfant, écouter sans mettre en doute, c'est écouter et le laisser parler librement. Je vous invite à prendre en note, noter ces mots sans interprétation. Je pense qu'il est facile d'expliquer à un enfant que vous prenez des notes, même au brouillon, pour bien entendre ce qu'il a à dire, ne pas vous tromper, ne pas faire d'erreur. Il va être important de ne pas interpréter ces mots à lui. Je vous donne un petit exemple. Il est arrivé dans une situation que l'enseignant demande à l'enfant « Est-ce que tu étais habillé ?» L'enfant a dit non. L'enseignant a noté « L'enfant était nu ». Et en fait, l'enfant était en pyjama. Pour lui, être en pyjama, ce n'est pas être habillé, puisque ses parents lui disaient le soir, avant d'aller se coucher, déshabille-toi, mets-toi en pyjama. Donc, ce petit exemple, il est fait pour montrer vraiment une attention aux mots et ne surtout pas poser des mots d'adulte sur les mots d'enfant. Il va être important de ne pas faire répéter l'enfant et de ne pas formuler des questions fermées qui pourraient induire sa réponse. Ne rien lui suggérer et ne rien proposer, même si celui-ci a du mal à verbaliser. Je pense qu'au contraire, il faut lui laisser ce temps de silence que l'on peut noter dans un signalement. J'ai demandé telle chose à tel enfant, il ne répond pas, vous avez le droit d'indiquer qu'il a marqué un silence ou même un malaise. Il ne vous est pas demandé de chercher à savoir jusqu'où sont allés les gestes, ni combien de fois, et il vaut mieux éviter des phrases très fermées du type « Est-ce que c'est papa qui t'a fait ça ? Est-ce que c'était dans ta chambre ?» Toujours des exemples d'interrogations fermées et directives qui peuvent nuire à la situation et au signalement. Qui t'a fait ça? Où est-ce que ça s'est passé? Combien de fois? Ce sont des questions un petit peu mitraillettes qui vont faire que l'enfant ne va plus savoir quoi répondre. Souvent, les enfants ont en tête aussi que l'adulte a raison, qu'on doit faire une réponse, et ils vont chercher à faire une réponse qui satisfait l'adulte, quitte à ne pas dire la vérité au final. Donc, ces questions mitraillettes là vont biaiser les réponses de l'enfant. Il aura surtout à cœur de faire une réponse qui va satisfaire l'adulte qu'il a en face de lui. Encore une fois, l'idée n'est pas de mener l'enquête et si nous sommes seulement sur une situation de doute et que on craint de signaler, il y a toujours effectivement, je reprends les circuits administratifs et judiciaires, s'il n'y a pas de parole de l'enfant et qu'un faisceau d'indicateurs, le docteur Lacombe les a nommés tout à l'heure, il est tout à fait judicieux de faire une information préoccupante et qui ira vérifier ou non les inquiétudes. Il est important aussi de ne pas juger de la cohérence des propos de l'enfant. Un enfant peut donner des éléments qui vous paraissent incohérents, qui ne s'imbriquent pas entre eux, et tout simplement parce que il y a eu une effraction psychique pour lui. Je donne un exemple d'un enfant qui nommait plusieurs scènes à caractère sexuel qui étaient peu cohérentes. En fait, cet enfant avait simplement vu des images à caractère pornographique et essayé de les emboîter pour créer une histoire. Donc effectivement, il ne pouvait pas avoir vécu ce qu'il nommait. Pour autant, il avait bien été victime d'une violence à caractère sexuel puisqu'il avait été forcé à regarder un film pornographique. On l'a dit tout à l'heure dans la notion d'urgence, ce qui est important, c'est de savoir si l'enfant est en danger et donc de pouvoir évaluer si le soir même au domicile ou lors du week-end à venir, dans un repas familial par exemple, l'agresseur pourrait être présent.
C'est là qu'il est important aussi de prendre en considération la parole et ne surtout pas mettre en doute l'enfant en disant est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu te rends compte que c'est grave ce que tu me dis là? Tout de suite, le doute va se semer pour l'enfant et il ne voudra plus formuler les choses. Au contraire, il est important de le valoriser, de le rassurer en lui expliquant qu'il a très bien fait de se confier, que c'est courageux parce que ça leur demande quand même un sacré courage de pouvoir verbaliser les choses ainsi, qu'il a très bien fait de se confier. Vous pouvez même le remercier de la confiance qu'il vous fait. Lui rappeler que cette situation n'a pas à être vécue ni par lui ni par un autre enfant, qu'il n'en est pas fautif. Cela lui permet de se sentir écouté sans être jugé. Il va être important, surtout chez les plus petits, de pouvoir favoriser des expressions pour montrer que vous comprenez qu'il lui arrive quelque chose qui le met mal à l'aise. Des fois, ils ne comprennent pas que les choses sont interdites. Ça fait référence aux stratégies de l'agresseur qui peut banaliser, normaliser ce qu'il fait vivre à l'enfant. Mais pour autant, il peut se sentir bizarre et mal à l'aise. Et ça va être important de poser ces mots-là, de ne pas le culpabiliser. Il va être important aussi de ne pas demander à l'enfant pourquoi il t'a fait ça ou elle t'a fait ça, pourquoi tu n'as rien dit avant. Là, effectivement, on culpabilise l'enfant et on ne l'invite pas à poursuivre sa confidence. Au contraire, il va être important d'utiliser des formulations telles que « parle-moi plus de ça ». Je vous donne un exemple. Tu m'as dit que ton frère t'embêtait la nuit. Ça peut vouloir tout dire et son contraire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, une formulation de question qui n'induit pas ce que le frère peut faire à l'enfant la nuit. Il est préconisé de ne pas utiliser la formulation « raconte-moi » car elle peut faire appel à l'imaginaire. Ensuite, il va être important d'informer l'élève de votre obligation de signalement. Alors, selon l'âge de l'enfant, évidemment, mais en élémentaire, collège et lycée, il est aisé de pouvoir expliquer que vous ne pouvez pas garder ça pour vous. L'important est de dire que vous ne signalez pas des choses à n'importe qui. La grande peur sur les violences sexuelles intrafamiliales, c'est de prévenir les parents. Et là, au contraire, effectivement, sur des caractères de violences sexuelles intrafamiliales, autant il est obligatoire de prévenir les parents de la démarche d'information préoccupante, autant dans la démarche de signalement, on va recommander de ne pas le faire ou alors de le faire dans un certain contexte. On va vous recommander de ne pas prévenir la famille si les parents sont eux-mêmes nommés par l'enfant comme auteurs de la violence sexuelle. Et il va être recommandé de ne pas le faire ou de le faire avec l'appui d'un autre service quand l'agresseur se trouve dans la famille. En effet, avertir des parents d'une violence sexuelle intrafamiliale subie par leur enfant peut déclencher un choc émotionnel chez les parents eux-mêmes. On ne peut pas présager de leur réaction. Ils pourraient être des parents bienveillants et être saisis par un accès de violence ou de colère. L'idée n'est pas de générer du surdanger. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre appui auprès des services appropriés, le service social en faveur des élèves, mais également, pourquoi pas, les services de police ou de gendarmerie qui ont un savoir-faire en la matière. Ne jamais promettre à l'enfant un résultat de votre signalement. Dites-lui bien que vous allez tout faire pour l'aider, mais ne promettez pas la suite, ne promettez pas la protection, puisque on l'a vu tout à l'heure dans les circuits judiciaires, c'est le procureur qui décide des suites et on ne peut jamais présager d'une suite. Je voulais préciser que toutes ces formulations verbales, toutes ces précautions pour ne pas induire d'indicateurs dans la parole de l'enfant sont tirées du protocole NICHT. Alors,
c'est la petite bulle au-dessus. Je vais essayer de le faire en anglais. National Institute of Child Health and Human Development. C'est un protocole d'audition du mineur victime, majoritairement utilisé en France par les services de police et de gendarmerie. Alors, il y a peut-être encore sur le territoire des services qui n'ont pas été formés. C'est une formation intense. Pour autant, ça tend à se généraliser. L'avantage de ce protocole, c'est de réconcilier la recherche de vérité et le respect absolu de l'enfant et de sa parole et de son niveau de développement. C'est un protocole utilisé depuis très longtemps au Québec qui permet de faire la preuve beaucoup plus facilement puisque sans induire, l'enfant va donner les éléments qui vont permettre aux enquêteurs de qualifier les infractions pénales. Je vais en venir à la conclusion. En conclusion, au risque de se répéter, je vais reprendre les mots du docteur Lacambe. Ne pas rester seul. Prenez bien attache auprès du service social en faveur des élèves. Je sais que des organisations sont différentes selon les départements. Cela dit, les collègues assistants sociaux sont en établissement scolaire du second degré ou alors des conseillers techniques sont à votre disposition sur les territoires, dans les bassins ou en DSDEN. Ne pas chercher à s'assurer de la vérité de ce qui vous a été confié, confier la parole brute telle qu'elle est. Ça va être le travail des enquêteurs d'essayer de préciser les paroles de l'enfant, signaler au procureur de la République en cas de révélation et à la CRIP s'il s'agit d'observations qui pourraient permettre d'alerter à bon escient. Et surtout, gardez en tête que ces violences sexuelles existent sous différentes formes, attouchement, exhibition, qu'une violence sexuelle n'est pas forcément une pénétration. On en a parlé avec le docteur Lacambe, ça peut être des paroles, des visionnages. Une violence sexuelle intrafamiliale n'est pas forcément violente. Les stratégies, je vous renvoie vers les stratégies de l'agresseur qui vont être décrites dans le vade-mecum, parce que ça prendrait beaucoup de temps de développer, mais voilà. La violence sexuelle intrafamiliale, ça a été dit aussi tout à l'heure, n'est pas forcément perpétrée par des adultes. On fait référence aux frères, aux sœurs, aux cousins, aux cousines. Gardez en tête également que l'agresseur n'est pas forcément masculin. Et enfin, je voudrais élargir un petit peu mon propos. Tout ce que je vous ai dit là sur les violences sexuelles intrafamiliales et sur l'accueil de la parole de l'enfant est valable pour les violences sexuelles dans d'autres milieux. Je sais que tout à l'heure, on aura le président de l'association Colosse au pied d'argile qui va pouvoir parler des violences sexuelles en milieu sportif et tout mon propos peut s'élargir à toutes les formes de maltraitance car effectivement c'est violent d'entendre la violence sexuelle, d'entendre la violence sexuelle intrafamiliale, mais c'est aussi violent d'entendre la violence physique et vous pouvez vous saisir des mêmes grands principes et des mêmes mécanismes. Merci.